À la une ce soir, la reprise du réseau Mosaïque. Après 27 jours de paralysie, l'accès au bus était gratuit pour la première journée de fonctionnement. Les usagers ont accueilli ce retour en demi-teinte, traumatisés par ce mois de conflit à rebondissement. Des photos obscènes devant le mémorial Cap 110 créent la polémique sur les réseaux sociaux. Le choix du lieu symbolique de l'esclavage choque. Nous avons recueilli les réactions des Diamantinois. 15e journée de la non-violence éducative, un événement qui a pour but d'attirer l'attention sur les dangers des châtiments corporels. Les Martiniquais sont encore nombreux à utiliser la fessée comme méthode d'éducation. Et puis enfin, Jean-Claude Mouaka se produira mercredi soir à 20h au Palais des Congrès de Madiana. Un show qui fait partie de la grande tournée de l'humoriste congolais. Il sera notre invité ce soir. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'est une reprise qui commençait vraiment à se faire attendre. Les usagers du réseau de bus Mosaïque ont enfin pu monter à bord des bus après 27 jours de grève. La CFTU a finalement réussi à résoudre ses conflits avec ses anciens sous-traitants et ses employés. En signe d'excuse pour le blocage qui a duré près d'un mois, l'accès au bus était gratuit aujourd'hui. Reportage d'Alizé Lutran et de Guy-Raphaël Rony. À peine les bus arrivés en gare, ils sont pris d'assaut par les usagers. Après presque un mois sans transport, hors de question de louper son tour. C'est un vrai soulagement, parce qu'on a galéré quand même, il fallait. Je pense que ça ira mieux après. C'est agréable, ça fait plaisir, puis en plus c'est gratuit. Me sentais bien, normalement. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui, Jeanne a pu reprendre ses activités ce matin, et pas des moindres. On fait tout ce qu'il y a à faire. Là, maintenant, je vais aux dépôts, déposer ma feuille dépôt. Je profite pour tout faire. En guise de dédommagement, les usagers ont pu voyager gratuitement aujourd'hui, mais la mesure ne convainc pas forcément. C'est pas suffisant. Un jour, c'est pas suffisant. Parce que nous avons souffert trop pendant ce mois-là. Voir les bus circuler de nouveau est peut-être un soulagement pour beaucoup, mais certaines personnes sont toujours échaudées par ce mois de paralysie. Sereine, je pense que sereine c'est un trop grand mot, parce qu'aujourd'hui ils sont là, mais peut-être demain ils sont là. C'est une cache, une grève, en cache, une autre. Voilà. Après 27 jours de pourparlers entre la CFTU et ses anciens sous-traitants, les accords de transfert ont enfin pu être finalisés samedi. Sans ombre au tableau, rien ne devrait désormais empêcher les bus du réseau de rouler normalement. C'est une photo qui date, mais qui fait polémique sur les réseaux sociaux depuis ce week-end. Une femme posant nue et faisant des gestes obscènes devant les statues du mémorial Cap 110 au diamant. Au-delà du côté indécent, des clichés, c'est surtout le choix du lieu symbolique rendant hommage aux esclaves qui ont péri sur les rochers de l'Anse-Cafard qui choque. Louis Sabas a rencontré les Diamantinois pour recueillir leurs réactions. Regardez. Elle pose nue devant le mémorial aux esclaves du diamant. Des photos d'une inconnue qui circulent et qui enflamment les médias sociaux martiniquais depuis quelque temps. Des images qui surprennent et interpellent Florence et Noël, ces touristes venus découvrir le monument de l'Anse-Cafard, hommage aux esclaves qui ont péri non loin de là suite à un naufrage. C'est scandaleux, ça ne devrait pas être, même quand on n'est pas d'ici, ça ne devrait pas exister ça. Dans le bourg, ils sont nombreux à avoir reçu ou entendu parler de ces clichés. Ici, on s'interroge sur les motivations de l'inconnu. Elle a fait son choix, mais je pense qu'elle n'a pas compris exactement qu'est-ce que c'est que le Cap 110. Avant de faire ça, elle aurait dû chercher à connaître l'histoire. Ça peut paraître extrêmement choquant, dans le sens où c'est un site assez symbolique pour la mémoire antillaise, pour la mémoire même du Diamantinois. C'est vrai que cette forme d'exhibition autour d'un endroit aussi sacré qui rappelle une histoire assez difficile peut choquer en tout cas les sensibilités de chacun. La surprise et la consternation, les sentiments des Diamantinois interrogés. Pourtant, ces photos datent de près de 5 ans. Régulièrement mises en avant sur les réseaux sociaux, elles créent à chaque fois un buzz. Ce qui n'empêche pas, pour certains, de prendre la chose avec un peu de recul et d'humour. Ça va faire connaître le monument à beaucoup de Martiniquais. Vous savez, les gens qui habitent Sainte-Marie, Marigot, tout ça, ils entendent parler, mais ils ne savent pas. Mais là, ils vont l'avoir devant eux. Et puis, c'est pas mauvais pour le mémorial. Hein.
mon ami Valère doit être content parce que toute la Martinique saura qu'il y a un mémorial au diamant à l'Anscafar. La municipalité du Diamant ne semble pas partager cet humour. Dans cette affaire, elle va porter plainte afin que la solennité des lieux soit dorénavant respectée. Attention, mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Les prix du carburant vont augmenter à partir de ce soir minuit. Plus 4 centimes pour le samplon qui passe à 1,44 € au lieu d'1,40 €. Plus 4 centimes également pour le gazoil qui passe à 1,24 € au lieu d'1,20 €. En revanche, le prix de la bouteille de gaz est en baisse de 24 centimes et passera à 21,23 €. Aujourd'hui, 30 avril 2018, 15e journée de la non-violence éducative, un événement créé par l'association La Maison de l'Enfant pour attirer l'attention sur les dangers des châtiments corporels. Il faut savoir qu'une loi interdisant la fessée pourrait bientôt voir le jour. La proposition est soutenue par 29 députés et la ministre de la Santé en personne. L'occasion pour nous de faire le point sur les conséquences de la fessée sur les enfants. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Raphaël René. 22% des Français estiment avoir été victimes de maltraitances graves au cours de leur enfance. Violences psychologiques, chantage, sévices corporels, punitions. Mais seule la fessée ne semble pas être encore totalement considérée comme un châtiment par la plupart des parents. Ça fait pas de mal. Après, je veux dire, je suis pas non plus violent avec mes enfants, mais quand une petite fessée ils méritent, on leur met et puis voilà, puis ça se passe bien. Si par exemple on secoue l'enfant, mais vous voyez, on lui donne une belle calotte et puis par exemple ça laisse une marque sous la joue, etc. Des trucs de ce genre, on lui fait des méchancetés, oui, ça c'est de la maltraitance, mais une petite fessée, non, je trouve pas que c'est de la maltraitance. Il y a la claque sur les fesses et il y a la grosse fessée qui là, oui, en effet, peut être après considérée comme maltraitante. Je mets moi des fessées à mes filles, ça m'arrive, oui, mais c'est pas pour autant, non, je me considère pas comme une maman maltraitante. D'autres en revanche évitent d'avoir recours à la fessée. Je préfère le punir que le taper. Par contre, quand je le tape, c'est que ça a été trop loin. Voilà, quand il manque de respect, quand il donne des coups de pied, des trucs comme ça. Là, il a droit à une petite fessée. Je travaille à l'hôpital et ça m'est déjà arrivé d'avoir des enfants avec des bleus, des enfants avec un bras cassé suite à une fessée. C'est que pour moi, c'est très violent à ce moment-là. Moi, j'ai grandi avec la fessée, mais une fessée très correcte, mais j'ai eu une éducation très carrée. Ce qui fait qu'on n'était pas aussi désobéissants que les enfants d'aujourd'hui. Pour cette psychologue, les sévices corporels font avant tout partie de notre culture. La particularité des Antilles, en tout cas, on nous disait que c'était le dressage. On dresse un enfant comme on dressait qu'on dresse un animal ou qu'on dressait un esclave, etc. Il y a ce système de dressage. Le dressage en France, il a toujours existé aussi. Avant 68, l'éducation, c'était une bonne baffe et on dresse l'enfant à obéir. Dresser, ça veut dire que l'enfant n'est pas une personne et n'est pas considéré comme une personne à part entière, mais quelqu'un qu'on doit dresser à ne pas bouger, à ne pas parler, à obéir et à se plier aux règles et aux exigences des autres. Mais ces actes presque anodins peuvent ensuite avoir de graves conséquences sur le développement de l'enfant et sa vie d'adulte. Ça fait toujours mal, ça blesse, ça humilie, c'est la honte. Et tout ça, on l'a bien caché à l'intérieur de nous. On a refoulé tellement qu'en fait, on pense que ça ne nous a pas blessés, que ça ne nous a pas tués. Sauf que les retombées ensuite de ces maltraitances, on les voit dans les histoires d'amour qui sont ratées. On le voit dans accepter un patron qui ne vous fait pas du bien. En fait, c'est comme si c'était courant. La violence, elle fait partie de nous. Aujourd'hui, 68% des cas de maltraitance auraient lieu dans un cadre familial. Le gouvernement prend le problème à bras-le-corps et s'apprête à voter une loi contre les châtiments corporels. Parlons santé et environnement maintenant avec l'ARS qui annonce le renforcement de son réseau de surveillance des émanations d'hydrogène sulfuré dégagées par les algues sargasses. 7 capteurs mobiles ont été rajoutés au réseau déjà en place. Ils devraient permettre de fournir en temps réel les taux de concentration qui seront communiqués au public chaque jour sur le site de l'ARS. Et des sargasses qui envahissent également le littoral guadeloupéen. Depuis plus d'une semaine, la commune de Capesterre est asphyxiée. 150 tonnes de déchets sont collectés chaque jour. Reportage d'Anne-Elisabeth Artsen et de Moïse Dexter.
Envahie depuis plus de mois, la commune de Capesterre-de-Marie-Galante fait face à une situation sanitaire sans précédent avec l'échouage d'algues sargasses dans le bourg. Depuis un mois, on retire chaque jour entre 120 et 150 tonnes de sargasses par jour. Je pèse bien mes mots, 120 et 150 tonnes par jour. On a 2 engins à chenilles qui travaillent en permanence, 3 tractopelles normales et 4 camions, 3 de 30 tonnes, ça veut vous dire, et plus des tracteurs qui transportent la canne, c'est des 30 tonnes. Vous voyez tous les moyens que la commune a mis à disposition pour pouvoir éradiquer ce phénomène, que je dis en plus qui est nocif pour la santé. C'est vrai que l'ARS nous dit qu'à 5 ppn, bon, les gens peuvent rester. Mais moi, je ne dis pas au moment, quand vous êtes juste au port de pêche, on a mesuré, à un certain moment, il y avait 13 ppn. Et c'est vrai que Madame le maire, on a pris un arrêté pour empêcher les gens pratiquement de faire du sport et de circuler. Pour les riverains, le plus dur à supporter reste cette odeur nauséabonde qui plane dans tout le bourg de la commune, sans oublier les autres symptômes physiques. Moi, j'habite ici, pas sur le littoral, mais moi, un pied en retrait de la Rita, moi, dans l'autre bord. Mais tous les jours, c'est une catastrophe. Parce que là, l'odeur sulfurée là, qui gagne là, ça n'est pas bon pour personne. Tous les jours, on a levé, on a des courbatures, on a mal à la tête, et puis, j'ai brûlé. On a brûlé aussi. Corps pas si pas tenir rien. Ça n'est pas bon. Il faut trouver une solution. La situation est catastrophique. Et je ne sais pas si ça va finir un jour, mais je crois qu'on va même nous évacuer parce que franchement, ma mère habite là et elle est âgée, elle est déjà malade. L'odeur. Ah ouais, c'est infect. Hein. Ah ouais. Mais, pourtant, il nettoie. Mais le lendemain, il y a autant. Alors, ça finira jamais. De temps en temps, il faut admettre qu'on doit quitter le bourg. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas rester. Il y a du travail qui se fait éventuellement, mais d'un jour à l'autre, c'est comme si c'était du travail pour rien. En fin de journée, quand ils ont fini, tout est clean. Le lendemain matin, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. C'est vraiment infernal. Tout échouage d'algues dans les 300 mètres de la commune est de la responsabilité du maire. Capesterre-de-Marie-Galante a d'ores et déjà déboursé environ 70 000 € pour tenter de résorber le phénomène et permettre à ses riverains de respirer un peu d'air frais en attendant les solutions pérennes. Restez avec nous à suivre dans un instant le résumé de la 4e étape du Tour cycliste junior de Martinique. Florian Saint-Louis du Malina Bikers s'est imposé au terme d'une longue échappée. Et puis, nous vous parlerons du quotidien difficile d'un septuagénaire robertin qui vit au milieu d'immondices dans sa propre maison. Mais avant, il a 32 ans, il est originaire du Congo et il est en plein Mouaka Tour. Jean-Claude Mouaka est en escale en Martinique, il vient juste d'arriver, il se produira mercredi soir au Palais des Congrès de Madiana et il est notre invité ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de commencer, on va se mettre dans l'ambiance, on va regarder un extrait de ce que vous proposez comme sketch. D'accord. Les gars, je comprends rien, je suis pas antillais. Comment ça t'es pas antillais? Tu t'appelles pas Jean-Claude Mouaka? Oui, mais je suis Mouaka du Congo Kinshasa. Tu es congolais? Oh, on va te convertir. Il est douce cette année, hein? Ouais, ils l'ont pas changé. Pour toi, c'est quoi? C'est un 62 degrés, hein? Ouais, tranquille. Ouais, bon, je sais pas. Après, bon, tu sais, après des années en France, hein? C'est ça, mon gars. Est-ce que vous connaissez les Congolais? Les Congolais sont réputés pour avoir des prénoms bizarres. Moi, j'ai un prénom bizarre, mais encore plus bizarre. En Occident, on a l'habitude de donner des prénoms par rapport à des livres religieux, tu vois. On s'inspire. Matthieu, Paul, Jean, Marie. Les Congolais aussi ont un livre avec lequel ils s'inspirent. Le dictionnaire. Ils adorent donner des adjectifs qualificatifs et des noms communs à leurs enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait pu m'attribuer un prénom tel que bienvenue, trésor, généreux, radio, cassette, aspirateur, même chauffage. Mais par la grâce de mon père, je m'appelle Jean-Claude.
Alors, vous êtes très connu chez les jeunes, vous êtes d'ailleurs très actif sur les réseaux sociaux. Dites-nous déjà votre parcours, racontez-nous comment vous en êtes arrivé là. Bah, écoutez, à la base, je devais devenir comptable. Voilà, c'était ça mon parcours. Ah oui, ça fait une sacrée différence. Sacrée différence, mais j'ai compris que dans la vie, il fallait être heureux. Et que si je devenais comptable, j'allais pas l'être et j'allais peut-être devenir meurtrier ou mangeur d'organes professionnels. Donc pour le bien des gens, j'ai évité et puis je me suis tourné vers la comédie grâce à un professeur de français. Voilà, heureusement. Voilà. Peut-être que la cuisse serait partie, qui sait. Et oui, j'aurais peut-être eu. Et du coup, oui, grâce à ce professeur de français, il m'a dit dans la vie, voilà, il faut pas hésiter à essayer de tenter des choses, à n'avoir aucun regret. Et je me suis tourné vers la comédie, ça m'a bien réussi. Alors, on a vu dans l'extrait que vous avez déjà fait des sketchs avec des humoristes martiniquais, comme Gilles Saint-Louis, qu'on a aperçu. Ouais. Quel rapport avez-vous entre les différents humoristes? Est-ce que c'est bien de travailler ensemble? Est-ce que c'est préférable ou on fait un peu comme on veut? Bah, c'est bien. Je trouve que c'est bien, surtout nous avec la communauté afro-antillaise en métropole, on a la chance d'avoir grandi ensemble, donc d'avoir pu créer certains liens. C'est vrai qu'on était plus petits, on nous disait oui, tu sais, les Africains n'aiment pas les Antillais n'aiment pas les Africains, mais nous, dans notre génération, vraiment, on est au-delà de tout ça. Et bosser avec des artistes comme Gilles Saint-Louis ou d'autres artistes de la communauté créole, c'est bien, c'est préférable parce que ça permet aussi de grandir ensemble. De pouvoir créer une synergie et susciter l'envie autour des gens issus de l'Afrique ou d'autres lieux de rigoler ensemble, quoi, tout simplement. Et on sait que vous connaissez déjà la Martinique, puisque vous aviez fait un sketch, on a vu sur les réseaux sociaux, avec quelques petits tacles sur la vie chère, sur les béquets, sur notre conduite également, puisque nous sommes de très bons chauffeurs. Oui, alors, très bons. Comment créez-vous un sketch? Qu'est-ce qui vous inspire? Bah, c'est la vie de tous les jours. Ce que je vois, des choses qui peuvent m'émerveiller, d'autres choses qui peuvent me choquer, comme vous l'avez dit, par rapport à la vie chère. Je suis désolé, mais la Martinique, c'est un territoire français. Et je ne comprends pas pourquoi à Paris, on paye un tel prix. Ici, ce serait multiplié par 2, par 3. Je pense qu'il y a certaines injustices et l'humour permet de traiter ce genre d'injustice avec une certaine, comment dirais-je, philosophie un peu plus plaisante, quoi. Dans le sens où c'est vrai que quand on rigole de quelque chose, on peut dire « Ah, c'est drôle ». Mais ce n'est pas bête ce qu'il a dit. Et donc, on peut créer le débat et puis essayer de développer certaines initiatives pour essayer de changer les choses. Alors, la question a déjà été posée 1000 fois, mais est-ce qu'on peut rire de tout, finalement? Pour moi, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, malheureusement. Parce que la vie de chacun a certaines sensibilités qui fait qu'une blague va faire rire un tel, mais pas nous. Donc, je pense qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, malheureusement. Alors, ou heureusement, peut-être. Le spectacle, ce n'est pas le one-man show, mais le one-man costaud. Exactement. Bon, on comprend pourquoi, tout simplement. Qui a eu l'idée de mettre ça en avant, le côté costaud? C'est moi-même, parce que c'est vrai que c'était une sorte d'hommage que j'ai voulu rendre un petit peu au sport, au fitness, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un d'assez introverti, timide. Et c'est vrai que le sport m'a permis d'avoir une certaine confiance. Et je pense que si je suis monté sur scène, c'est grâce à cette confiance-là. Donc j'ai voulu lui rendre hommage à travers ce titre et de prendre les gens aussi à contre-pied. Parce que quand on se dit one-man costaud, on voit le mec avec des muscles partout, même sur la tête. On se dit que ça va tourner qu'autour de ça. Et ben non, c'est un spectacle très éclectique, on parle de tout, dont le sport, mais c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses. Alors, après votre passage chez nous ce mercredi, vous serez en escale en Guadeloupe le 8 mai prochain. 6 autres dates sont déjà au programme de votre mois 4 tours. Que prévoyez-vous après? Eh ben, on continue à rameuter toujours un maximum de personnes. Ce spectacle-là a une bonne durée de vie, je pense. Je ne m'en lasse pas de le jouer. J'ai envie de le montrer à un maximum de personnes parce que je prône beaucoup de tolérance et d'amour dans mon spectacle. Je pense qu'on n'en a pas assez et j'ai envie de le distribuer à qui veut, quoi. Donc, à la rentrée, on va continuer à proposer ce spectacle et on verra jusqu'où ça va nous emmener. Très bien. Bonne chance, bon courage. Merci à vous. Merci à vous d'être venu. Merci. Et puis, on rappelle que le spectacle, c'est ce mercredi soir. Ce mercredi. Au Palais des Congrès de Maniana à 20h. Exactement, 20h. Yes. Et puis 18h pour ceux qui ne comprennent pas le mot 20h parce que... oui, en tant qu'antillais, c'est ça. Bah oui, bon, on va dire 18h. Midi. Vous exagérez un petit peu, non? Merci à vous. Merci à vous. Passons au sport maintenant et parlons volley. L'espoir de Sainte-Luce a été sacré au féminin comme au masculin champion de Martinique. Les femmes ont disposé du rayon et les hommes du RCA. Retour sur les deux rencontres qui ont eu lieu hier soir au Palais des Sports de Rivière-Salée avec José Le Chiertier et Clément Marageau.
réalise le doublé lors des finales de play-off. Si l'espoir féminin reste invaincu depuis 2010, cette finale face au Rayon n'a pas été de tout repos. Les filles de Vénite se sont imposées au premier set, 26-24, avant de concéder les 2 sets suivants aux Ansoises, 17-25, 13-25. L'ultime manche a été très animée, c'est au forceps que l'espoir s'est imposé sur le score de 15-11. L'espoir au féminin est championne de Martinique. Le but c'était de gagner. On est tombé sur une équipe du Rayon qui en voulait vraiment. Ils voulaient remporter le label, ils voulaient nous faire aller jusqu'à la label. Mais je pense qu'on a prouvé ce soir qu'avec notre équipe, même si on n'a pas tout notre effectif, l'espoir c'est toute une équipe, c'est tout un collectif. Et on a fait avec notre collectif et ce soir on est content de garder ce titre. Chez les hommes, la rencontre Espoir envers RCA a été très disputée à l'image du premier set, 28-26. Déterminés à en finir, les Lycéens accélèrent la cadence et gagnent les 2 sets suivants et le match 3-7-0. On a été solide, on a surtout écouté les conseils des coachs. On avait une bonne préparation, donc on n'est pas étonné de ce résultat. L'espoir réalise ainsi le doublé. Prochain grand rendez-vous, représenter la Martinique lors des finalités Outre-mer et du championnat de France. Outre le volley, le week-end a été marqué par le sacre en basket de la Gauloise chez les filles et le Golden Lion au masculin. Retour également sur les finales du tournoi ITF Junior de tennis avec Caril Chassol, José Le Chertier et Clément Marajo. En basket également, les champions sont connus. En 3 matchs, la Gauloise chez les femmes conserve son titre face au Golden Lion. Au masculin également, le Golden Lion conserve son titre. Là aussi, les Joséphins ont dominé le WAX en 3 rencontres. Handball féminin, épilogue de la saison régulière avec la 18e et dernière journée du championnat de pré-national. Elle a été marquée par la victoire de l'Entente AS Mendezès gauloise 32-27 dans le choc face à l'USC Citron. Pour le reste, victoire logique du Réveil Sportif et de l'Arsenal. L'UJ Redoute et le RC Lorrain se sont également imposés. Au classement, les 4 formations qui joueront les demi-finales de la poule des As étaient déjà connues. Ce sont l'Entente AS Mendezès gauloise, l'Arsenal, le Réveil Sportif et l'USC Citron. Les relégués sont le TS franciscain et l'Étoile de Gondou. Chez les hommes, l'Étoile de Gondou, l'USC Citron, le Réveil Sportif, l'Espoir de Floréal et l'ASC Dillon-Doubout se sont imposés. Au classement, l'Étoile de Gondou, l'USC Citron, le Réveil Sportif et l'Espoir de Floréal disputeront les demi-finales de la poule des As. L'Éveil de Carabet et Sainte-Anne Cap 110 joueront en excellence la saison prochaine. En football, la 23e journée du championnat de Régional 1 a été marquée par les victoires du club franciscain, du Golden Lion, de l'Aiglon, de la Samaritaine et de l'Émulation. Partage des points dans les autres rencontres. Au classement, le Golden Lion a 2 points d'avance sur les franciscains qui ont 2 matchs en retard. La Samaritaine est 3e à 5 longueurs du leader et l'Aiglon 4e à 6 points des Joséphins. En bas de tableau, on retrouve le Golden Star, la JS Eucalyptus et le CS Gaz Pilote. En football féminin, la finale du championnat opposera le club franciscain au RC Saint-Joseph. Ce week-end, dans demi-finale retour, le club franciscain a battu le RC Rivière Pilote 2-1. Le RC Saint-Joseph a disposé de l'Émulation 5-1. La finale aura lieu le 26 mai prochain. En tennis, épilogue du tournoi ITF Junior du Diamant. Chez les femmes, Océane Babel a battu Maria Tanasescu 6-4, 2-6, 6-1. Au masculin, le titre revient à l'Américain Murphy Casson qui a battu son compatriote Milej Kossu. En cyclisme féminin, la 4e manche de la 2e édition du Challenge Féroce Girls s'est disputée hier après-midi au Robert. 19 participants ont pris le départ. Au programme de parcours de 11 km 800. Le départ a été donné à l'école Lucien Laroche, demi-tour à Sable Blanc, puis retour à l'école Lucien Laroche. À plus de 30 km/h de moyenne, c'est Audrey Biancoli de Féroce qui s'impose. Elle réalise l'excellent chrono de 20 minutes et 48 secondes.
Je m'attendais à faire moins bien parce que j'ai eu une grosse coupure de cyclisme. C'est vrai qu'avant je faisais mieux, mais non, je suis plutôt satisfaite de mon temps pour l'instant. Le leader de ce challenge fait partie de mon équipe et je pense que je vais plus me mettre à contribution pour garder le maillot jaune au sein de l'équipe et faire gagner Kélian. Béatrice Pérounet du Winner Team, venue pour en découdre, rattrape ses concurrentes. Elle réalise le deuxième temps, 21 minutes 48 secondes. C'était vraiment pas évident. Le chrono, c'est un exercice assez difficile. On est tout le temps à bloc. Donc j'ai essayé de gérer mon effort. J'ai pas trop mal géré, mais c'est vrai que j'ai eu du mal sur la fin. Je pensais avoir un petit peu plus de jus sur la fin. Donc bon. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Ça a été. J'ai travaillé un peu pour ça. Donc il manque encore un peu. On va travailler pour. Tania Toussaint, en pleine préparation du triathlon de Fort-de-France, complète le podium en 22 minutes et 47 secondes. C'est vrai que le contre-la-montre se rapproche le plus de l'effort qu'on a fait en triathlon. Donc, disons que le coach, mes coéquipières attendent en général beaucoup de moi sur ce format de course. Si Biancoli gagne l'étape du jour, c'est la jeune Kélian Julius de la même équipe qui est en tête au général. Elle est suivie de Béatrice Pérounet du Winner Team et de Juliane Couturier de la JC 231. La cinquième et dernière manche aura lieu le 26 mai prochain au Gros Morne, une trace qu'affectionne particulièrement Béatrice Pérounet. Sport toujours avec l'actualité du jour, la 4e étape du Tour cycliste junior qui reliait Rivière-Pilote à Ajupa-Bouillon. Au terme de 80 km, c'est Florian Saint-Louis du Madina Bakers qui s'est imposé après une longue échappée. Résumé de la course avec Caril Chassol et José Lecherti. C'est une 4e étape périlleuse qui attend les rescapés du Tour Junior avec les toboggans de la côte atlantique. Sans doute conscient des difficultés à venir, c'est un peloton groupé qui se présente sur la RN5, à telle enseigne que la première accélération se produit peu après le rond-point de Céron. Le Guadeloupéen Steve Marie-Joseph est en tête. Lionel Hippocrate de l'entente VCRPP le prend en chasse. Mais le peloton les a en ligne de mire et avant Rivière-Salée, il effectue la jonction. Après le rond-point de Cocotte, la deuxième accélération permet à une quinzaine de coureurs de sortir du peloton. Les choses sérieuses commencent. À Augrain, certains membres du groupe de tête sont décrochés. Au sommet, ils ne sont plus que 13, dont Florian Saint-Louis du Madina Bikers. À l'estrade, deuxième difficulté, ça bouge. Au sommet, Florian Saint-Louis devance Fabien Herdual de la JC 231. Lionel Hippocrate de l'entente VCRPP, Stevie Hortensia Edmund du VCF et Xavier Célestine de la POJ. Le maillot jaune, le Guadeloupéen Adrien Houssel et Malik Balustre du VCF sont à leur poursuite. Au pied de la rocade de Trinité, troisième difficulté de l'après-midi, ils sont deux en tête, Saint-Louis et Herdual, mais pas pour très longtemps. Avant le sommet, le sociétaire de la JC 231 est décramponné par Saint-Louis. Arrive ensuite le maillot jaune Elliott Pierre, le Guadeloupéen Adrien Houssel et Malik Balustre du VCF. Ce trio rattrape Herdual avant le sommet. Devant, Florian Saint-Louis augmente son avance. Après Lance Charpentier, elle est d'une 32 sur Herdual et Houssel qui ont décramponné le maillot jaune. Ce dernier est à 2,47 de Saint-Louis. Et son avance s'accentue encore. Juste avant Vivet, il a 2,35 d'avance sur le duo Herdual-Houssel. Et 3,28 sur Elliott Pierre et Malik Balustre. Le sociétaire du VCF
place une accélération dans cette côte, le maillot jaune résiste. Et si Fabien Erdual décroche le Guadeloupéen Ursel, devant Florian Saint-Louis n'en a cure, il s'impose au terme d'une longue échappée. Deuxième, Fabien Erdual de la JC 231 à 2 minutes 40 secondes. Troisième, le Guadeloupéen Adrien Ursel à 4,15. Le maillot jaune, lui, est quatrième à 4 minutes et 35 secondes du vainqueur. Les gens étaient présentes. J'ai vu qu'à l'estrade, Fabien Erdual ne m'a pas suivi. Donc je me suis dit que je vais faire... Tant qu'à faire, autant aller à l'arrivée tout seul, vu que les gens étaient présentes. Et voilà, je ne me suis pas posé de questions. Et j'ai vu que derrière, je creusais l'écart. Donc j'ai continué à creuser, prendre des points pour le maillot à poids. Et... La course n'était pas facile. C'est vrai que j'ai attaqué à cocotte. Après, l'écart s'est formé. Donc on a roulé. Puis après, au grain, moi j'ai été chercher avec Florian Saint-Louis les points montagne, mais il a été beaucoup plus costaud. Au classement général, Elliot Pierre a 35 secondes d'avance sur Luca Pagné. Malik Balustre du VCF complète le podium. Il est à 2 minutes et 14 secondes. Florian Saint-Louis du Madina Bikers réalise une bonne opération. Il est quatrième à 2 minutes et 29 secondes du maillot jaune. Demain, épilogue de cette 13e édition du Tour Junior avec la 5e étape entre le Roubaix et le Robert. Au menu, 106 km. ATV toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène au Robert, au quartier Fourachot, dans la maison d'un septuagénaire qui croule sous les immondices. Les sols sont envahis de déchets en tout genre. Ses voisins réclament l'intervention des services sociaux en vain. Hubert Bornil et Michelet François se sont rendus sur place. Regardez. Fourachot, c'est un petit côté qui n'y a en pile de l'eau qui a traîné, un petit côté qui n'y a assez marécage. En disant, tiens, bon homme là, mais là, il y a un homme qui a été là, il y a dans une situation qui raide même, quand il a ni combien ça était dedans. Et puis, vieux monsieur qui vivre là, ils ont demandé les services sociaux, aider, tout le bagage, mais rien pour au bonnet. Venez nous voir ça. Une petite maison en dur, bien camouflée sous les bananiers, c'est là que mène le sentier que nous venons d'emprunter. Mais ce que l'on va découvrir plus tard est tout simplement insoutenable. Des immondices sont toujours obstruant le passage, vraiment, on n'a pas envie d'aller plus loin. Qui m'a dit quoi expliquer qui monsieur a vécu dans un modèle situation qui m'a dit quoi expliquer ça ou qui voisin immédiat. Ça c'est pas ouais question de répondre ça. Ah bon? Pourquoi? On a raison moi non L'homme qui nous reçoit, un habitué de l'endroit, il connaît bien monsieur François Augrin, l'occupant de la maisonnette. La commune il a allé oui, plusieurs fois. Alors, moi, il faut faire l'énergie de ce bail parce que normalement, moi-même, ce n'est pas politique qu'on va faire, mais on ne peut pas vivre en l'état. Parce que normalement, ça va créer maladie en quartier. Pendant que nous faisons le tour de la maison, un vieil homme s'approche. Notre présence ne semble même pas le déranger. Depuis moi tout petit, je n'ai pas gindier. Je n'ai pas gindier dans la vie. Alors, où quitter quoi aller? Non, moi-même pas aller, non. Comment pas aller? C'est même pas peut-être la force de faire du certain travail. En fait, il s'avère que la maison a été construite par le pacte, eau et électricité comprise. C'est juste un problème d'hygiène. Le vieux monsieur entasse tous ces détritus à l'intérieur, ajouté à ce sombre décor la présence de chats. C'est aide ma pani. Aide. Et tu sais ish là? Ish, ma pani. Un seul ish mani. Un seul fille. Il pas qu'à venir ou? Oui, il a venu vraiment là ici, il a vu mon temps là. Il a eu mon maman là. Eh bien, monsieur François Augrin, nous cadeau Tchébefort. Oui. Nous cadeau bonne solidarité et puis peut-être que nous pouvons espérer que les services sociaux ils payent de en manière et puis Tchéberet. Hein? Moi-même, quand je fais des autres, bon courage aussi. Merci.
Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on retrouve Régine Germani dans une poignée de secondes, toujours en Tchèque. À tout de suite.